Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce nouveau webinaire des finances innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pôle, notre rôle est d'accompagner la croissance des startups, mais aussi des grands comptes. Dans le secteur de la finance, on parle dans le secteur de la finance au sens large, et bien aussi filières, la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, finance durable et solidaire, gestion des finances d'entreprise, et bien sûr l'immobilier. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est commerce de demain, social ou technologique. Je vous présente nos intervenants de ce matin, Magali Bonnier, membre du bureau du club des managers des villes et des territoires, et Valérie Pérez, Head of Retail Investment and Asset Management de Primonial REM, Arnaud Roger, président de Bradford Asset Management, Vincent Boclet, Head of Sales de Neymar, et Damien Paturo, fondateur de Lizzy. Magali, je vous passe la parole pour démarrer ces webinaires. Merci beaucoup, José. Donc, moi, je vais être l'animatrice de ce webinaire et je vais lancer le débat avec tous nos participants. Donc, tout le monde s'apprête à dire que le commerce est aujourd'hui à la fin d'un cycle de vie et que son modèle à la fois économique, à la fois sur ses métiers et à la fois sur son rôle est en train de changer et d'évoluer. Donc, plusieurs enjeux en découlent, bien évidemment, au niveau de ce constat. La redécouverte du centre-ville comme un lieu de vie, ce qu'il n'aurait jamais peut-être dû perdre, mais qu'il a perdu malheureusement. La rénovation de sites existants, et le retour à la notion de relations humaines et de relations avec les commerçants, pouvoir parler, échanger, et ainsi de suite. Bien. Donc, nous avons un certain nombre d'intervenants et je vais commencer à poser la première question pour pouvoir avoir les réactions de nos participants. La première question, c'est selon vous, et je m'adresse plus particulièrement à Damien Paturo et à Vincent Boclet, selon vous, quelles évolutions technologiques vont définir le commerce du futur? Est-ce qu'il y a des techniques et des technologies qui vont définir demain le commerce? Vincent, vous voulez prendre la parole? Oui, je vais commencer. Donc, nous, juste pour un petit peu d'introduction au niveau de Namer, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on s'est donné pour mission d'accompagner en fait toutes les parties prenantes autour du bâtiment à s'emparer en fait de leurs enjeux à la fois stratégiques autour de l'opérationnel, mais aussi de la transition écologique. Parce qu'aujourd'hui, on pense que ça va devenir même un enjeu au niveau des commerces. Et donc, pour ça, en fait, nous, on met à disposition des données autour du bâtiment de manière simple et actionnable. C'est vraiment ça notre travail. Et ça, en fait, ça va permettre d'aller caractériser, par exemple, des adresses avec des données sur l'usage, la morphologie, le contexte socio-économique du bâtiment. Donc, ça peut être une maison individuelle, ça peut être aussi un bâtiment tertiaire ou un commerce. Et en fait, avec ces données, on va aller mieux comprendre les contraintes et les opportunités du bâtiment. Donc, on va aller dire, OK, bah, ce bâtiment, par exemple, aujourd'hui dans le commerce, il va être assujetti à tout ce qu'on appelle le décret tertiaire ou exposé à des risques climatiques. Donc, ça, on va dire, c'est plutôt la partie vert du bâtiment. On va dire s'il y a des possibilités de rénovation énergétique et des possibilités d'aller travailler, en fait, à travers de l'ENR. Donc, d'aller verdir, en fait, le bâtiment. Et après, on va aussi travailler sur des choses un peu plus marketing, on va dire. Et donc, c'est est-ce que le client il va posséder un jardin? Est-ce qu'il a c'est quoi la taille du jardin, le type de sol? Ou alors, on va aller travailler sur les zones d'achalandise en fait des différents points de vente. Donc, on va aller comprendre la taille du marché qu'il y a autour de chaque magasin. Et ça, on va le faire qu'à partir de la data. C'est de la data qui vient soit de l'open data, soit c'est de la data qu'on va aller récupérer à travers des imageries aériennes, par exemple. Et donc aujourd'hui, ça va nous permettre d'aller travailler deux grandes tendances, on va dire, au niveau du commerce. C'est la donnée. Aujourd'hui, ça devient une chose qui est essentielle pour plusieurs types d'informations. Le premier, c'est aujourd'hui, les retailers, ils ont de plus en plus de données. C'est de la donnée qui est collectée dans les magasins, mais aussi sur toute la partie digitale. On va avoir ce qu'on appelle un comportement d'achat. On va aller comprendre ce comportement d'achat. Mais derrière, nous, on va essayer d'aller ajouter de l'information sur le client. Et donc, le défi, ça va être d'aller croiser en fait ces données que vous avez en interne. Donc, les retailers, encore une fois, ils ont beaucoup de données. Et on va aller croiser cette donnée avec de la donnée externe pour aller enrichir et aller apporter une connaissance client qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus précise. Et ça va nous permettre d'aller
mieux comprendre en fait le comportement d'achat. Ça va aller nous permettre d'aller mieux spécifier en fait les campagnes marketing par exemple et d'offrir une ultra personnalisation des actions vis-à-vis de vos clients. Donc ça va être la premier grand enjeu aujourd'hui. Je pense que c'est la data ou la big data, on peut dire, pour aller améliorer en fait la connaissance autour des magasins, mais aussi la connaissance du client. Donc aujourd'hui, on va donner un exemple simple. Vous avez des comportements d'achat à travers une carte de fidélité, par exemple, ou à travers le comportement sur les différents sites Internet ou des outils digitaux. Et nous, on va aller amener de l'information complémentaire. À partir de l'adresse, on va aller vous dire, OK, en fait, cette personne, elle habite plutôt dans un pavillon. Ce pavillon, il fait 200 mètres carrés. Il y a un jardin de temps. Et donc, du coup, on va pouvoir spécifier les types de produits qu'on va aller proposer. Donc ça, c'est le premier point du marketing et de la data. Le deuxième, c'est on voit aujourd'hui, il y a quand même une demande pour être de plus en plus vert, on va dire, plus écologique. Et donc, pour ça, on va aller verdir le retail. Donc, on va aller dire, OK, ce magasin, il a telle caractéristique. Et derrière, on va pouvoir lui dire, OK, en plus, vous allez pouvoir le verdir parce qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus du solaire, par exemple. On va aussi pouvoir développer tout ce qui est économie circulaire parce qu'on va connaître tous les acteurs qu'il y a autour du bâtiment. Et on va pouvoir offrir une offre au niveau local qui est beaucoup plus pertinente parce qu'on va connaître le profil des clients qu'il y a autour du magasin. Donc ça, c'est les premières choses qu'on va travailler. Et après, il va y avoir tout ce qui est IA aujourd'hui, la prédiction des achats à partir de l'intelligence artificielle. On va voir qu'on peut aller chercher des informations sur le comportement d'achat et essayer d'anticiper en fait toute cette partie. Donc voilà, nous aujourd'hui, on voit. Et après, ce que je vais voir avec Damien, mais aujourd'hui, il va y avoir des moyens de paiement qui ont complètement changé aussi toute cette partie-là. Donc, on va parler par exemple de Amazon One, par exemple, où vous allez payer juste avec votre paume de main. Ça, c'est un peu l'avenir de demain. Il va y avoir la crypto-monnaie qui va rentrer aussi. Enfin, voilà, il y a plein d'usages qui sont en train de rentrer petit à petit avec toutes ces nouvelles technologies. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment l'avenir de demain. C'est connaître son client de plus en plus avec la data, de mieux spécifier les différentes communications, d'avoir une offre locale qui est beaucoup plus précise. Et en fait, on va aller aussi verdir tout ça parce que du coup, on va aller mettre moins de déplacements, moins de transport et on va être beaucoup plus précis dans tous ces modèles-là. Merci Vincent. Damien, qu'en pensez-vous? Bah, déjà, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, j'ai le sentiment, vous me le direz, j'ai l'impression que j'ai une connexion Internet ce matin assez chaotique. Donc, un petit peu, Damien. Un petit peu, ouais. C'est bon, tout marche bien. Tant que vous m'entendez, tout va bien. Donc, vous m'excuserez si du coup l'image disparaît, c'est pas volontaire. Voilà. En tous les cas, merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis le fondateur du coup d'une solution qui s'appelle Leasy. Je vais faire un rapide historique sur ce qu'on fait chez Leasy. Donc, on est une solution spécialisée aujourd'hui sur le paiement en crypto. Donc, tu en parlais tout à l'heure, Vincent, du coup, donc une solution de paiement en crypto-monnaie, mais également de fidélité et de cashback. Pour vous faire une rétrospective sur notre histoire, on existe depuis à peu près 4 ans aujourd'hui. Et en période Covid, en fait, on a lancé au travers de notre plateforme de fidélité, donc on a un logiciel aujourd'hui d'émission de programmes de fidélité sur blockchain qu'on vendait du coup à des commerçants indépendants, des franchises, enseigne pas vraiment, mais commerce et franchise. Et en période Covid, en fait, on a décidé de lancer un programme fidélité mutualisé, donc qui est l'équivalent de ce qui peut se faire dans des villes en France qui existent déjà. À la différence qu'on donnait la possibilité, en fait, en cette période Covid, pour redynamiser le commerce local, on donnait la possibilité à des villes de pouvoir faire ce qu'on appelait, nous, de la monnaie dirigée. Donc, donner la possibilité de pouvoir émettre un actif numérique sur blockchain et de pouvoir le diffuser dans un écosystème de commerçants locaux, donc typiquement les commerçants de ma ville, en donnant la possibilité derrière donc, à des utilisateurs d'avoir un wallet de paiement, donc plateforme digitale pour faire du paiement, qui peut être en crypto ou qui peut être d'ailleurs avec une monnaie locale aussi, puisqu'on avait un vrai sujet autour des monnaies locales, et en permettant en fait à la ville de pouvoir faire des opérations ciblées en fonction de commerces bien établis. J'ai l'habitude de donner cet exemple-là, mais typiquement, l'allocation de rentrée des classes qu'on a la plupart du temps quand on a des enfants en septembre,
bah, la ville peut tout à fait la distribuer via notre wallet et la catégoriser pour une dépense bien définie dans, par exemple, les librairies de ma ville. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, je vais recevoir donc, des actifs numériques qui sont des points de fidélité, mais un moyen de paiement. Donc, c'est des actifs numériques qu'on va pouvoir utiliser pour faire du paiement et qui permettent de faire voilà, ce qu'on appelle de la monnaie dirigée, de la monnaie fléchée, tout simplement. Donc, c'est hyper vertueux puisque ça permet aussi bien à la ville de pouvoir maîtriser en fait, son schéma en fait, d'incentive et d'aide locale, de pouvoir redynamiser le commerce local et surtout d'éviter qu'il y ait en fait une déperdition de cet argent-là afin qu'il soit dépensé tout simplement sur des plateformes e-commerce qu'on connaît tout simplement. Voilà, donc on a créé voilà, ce schéma-là qui est un schéma d'économie solidaire et circulaire et qui permet vraiment aux villes de pouvoir redynamiser le commerce local très facilement grâce à la technologie. Donc là, on est sur la technologie blockchain et tu parlais de crypto tout à l'heure. Donc, on sort vraiment du spectre de ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur la technologie, sur les crypto-assets notamment, qui sont basés uniquement sur de la spéculation. Ce n'est absolument pas notre vision à nous en tous les cas. La techno nous permet de faire beaucoup de choses. On a notamment, je vous en parlais tout à l'heure, les monnaies locales. Les monnaies locales, aujourd'hui, elles sont plutôt encore très traditionnelles, mais il y a une vraie opportunité, du coup, pour ces monnaies locales qui sont très intéressantes d'un point de vue économique et économie circulaire, sur le côté technologique. Voilà, donc j'invite évidemment les monnaies locales à migrer en fait leur infrastructure actuelle qui est plutôt très traditionnelle sur de l'infrastructure plutôt blockchain, parce que c'est pas un gros mot, hein, c'est vraiment notre vision, elle est assez simple, c'est de démocratiser la technologie dans l'usage au travers des cryptoactifs. Mais comme je vous le disais, les cryptoactifs ne sont pas uniquement voilà, du Bitcoin ou de l'Ethereum, voilà, qu'on voit cracher en ce moment d'ailleurs et sur lequel, je n'en doute pas, on risque d'avoir beaucoup d'articles de presse plutôt néfastes et négatifs. Mais il faut en fait think outside the box sur cette partie-là notamment, parce que la technologie blockchain nous permet de faire beaucoup de choses et notamment de redynamiser le commerce local. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit condensé assez rapide sur ce qu'on fait. Donc pour nous, en effet, elle est plutôt technologique et locale, notamment. Voilà. D'accord. Et donc, vous misez énormément sur ça. Mais je vais quand même poser la question à nos asset management et vous, comment voyez-vous l'avenir du commerce? Et est-ce que vous misez tout sur la technologie ou pas? Je vais donner la parole à Valérie en premier, si nous l'entendons. Je mets en micro, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Juste pour présenter Primonial Reim, c'est une société qui adosse de l'épargne, qui fait des club deals sur des actifs immobiliers. On intervient sur 6 classes d'actifs, le bureau, la santé, le commerce, le résidentiel et la logistique. On gère donc 32 milliards au 31/12. Sur le commerce, chez nous, c'est à peu près 2 milliards. Et sur ces 2 milliards, c'est important que je le dise, on a à peu près 70% qui est du pied d'immeuble en centre-ville. Ensuite, on a à peu près 15 à 20% qui est du retail park. Quand je parle de retail park, ça peut être des retail parks organisés, mais ça peut être aussi ce que chacun connaît. Je pense que le public qui écoute ce webinaire s'y reconnaîtra. Ça peut être aussi des boîtes à chaussures en périphérie. Et on gère également donc, quelques galeries marchandes et quelques centres commerciaux, notamment des centres outlet. On gère tout ça plutôt en France, à peu près 80% de notre patrimoine est en France, en commerce, mais on en a aussi aux Pays-Bas, on en a en Belgique, on en a en Italie, on en a en Allemagne, et il n'y a aucune raison qu'on n'en ait pas bientôt en Espagne ou ailleurs. Tout ça pour vous dire qu'on est plutôt branché commerce physique, et pour cause, puisqu'on fait de l'immobilier. C'est pas pour autant que je m'oppose à mes petits camarades qui sont en train de parler de technologie, de data, ou alors de tout ce qui peut permettre aux commerçants de faire mieux leur travail et d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et je pense ça aux monnaies locales et aux crypto-monnaies. On n'est pas du tout dans une opposition. Et si on parle de commerce, parce qu'il faut qu'on parle de commerce de demain et d'évolution, c'est l'objet de ce webinaire. Sincèrement, le commerce a toujours été omnicanal. Moi, je suis très âgée, je le disais tout à l'heure à Magali en commençant notre intervention, mais je suis très âgée, mais j'ai connu le catalogue de la Redoute, j'ai connu le catalogue des Trois Suisses, j'ai connu
représentants itinérants qui nous vendaient des encyclopédies Universalis. Donc tout ça pour dire que le commerce a toujours été très varié. Il se trouve que la nouveauté qui nous est tombée dessus, et ça n'est pas plus mal parce que c'est juste la vie, c'est l'évolution, hein, les choses, il n'y a aucune raison qu'elles soient figées. Ce qui nous est tombé dessus en 2007, c'est peut-être que mes deux religionnaires du numérique et de la data vont savoir ce qui s'est passé en 2007. Vincent, Damien? Alors, à part une crise qu'on a tous connue, c'était les prémices d'une crise, mais après… En 2007, il nous est tombé l'iPhone sur la tête. Ah, et l'iPhone, en fait, c'est le smartphone. Et en fait, avec son téléphone, on a fait beaucoup de choses, sauf téléphoner. Hein. Et on a commencé d'ailleurs à faire beaucoup de commerce. Et c'est pour ça que le commerce a beaucoup évolué. Et donc, moi, ce que j'ai à dire sur l'avenir du commerce, c'est que, voilà, maintenant, on a du commerce en ligne qui a explosé. Ça représente à peu près, je pense que ça va représenter à minima 25 à 30% de notre vie. Ça a révolutionné les activités. Il y a des activités qui ne se feront plus jamais en physique, qui se feront complètement en ligne, et puis c'est comme ça, et c'est très bien, parce que c'est beaucoup plus pratique, et c'est beaucoup plus fluide. Et puis il y a des activités qui se feront certainement toujours en physique, et il y a même des activités qui avaient disparu du commerce physique en magasin et qui reviennent en magasin. Donc voilà, et je pense que les deux ne s'opposent pas. Il y a un commerce en ligne qui est ultra pratique, ultra rapide. Si on se parle de commerce très rapide, sont arrivés sur nos marchés en France en tout cas, parce que ça avait démarré un peu avant aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, sont arrivés les dark stores. Donc oui, il y a des gens qui ont besoin de se faire livrer en 10 minutes leur savon parce qu'ils doivent prendre une douche ou leur pack de bière et leurs chips parce qu'ils vont regarder un match de foot avec leurs copains, et ils ont 10 minutes pour ça. Donc voilà, il y aura des gens qui vont… Mais actuellement, il y a une quinzaine d'acteurs et à mon avis, il va en rester 2 ou 3 maximum parce que ce n'est pas forcément le besoin de la population. Et puis vous avez ce qui se développe de plus en plus en centre-ville, et on va en parler un peu plus tard, énormément de restauration, énormément de commerce alimentaire, énormément de commerces qui sont liés au service à la personne. Et tout cela est en train de révolutionner nos centres-villes, également nos périphéries, également nos centres-co. Et pourquoi ça révolutionne? C'est parce qu'en fait, le commerce physique, c'est un peu comme une chasse au trésor, en fait. Hein. Quand on fait du commerce physique, quand on aime le commerce en magasin, on va chercher un produit, on a besoin de parler, on a besoin de se promener dans une ville. C'est beau, une ville. Je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus. Une ville, c'est très beau. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très laides, mais il y en a quelques-unes qui sont très belles. Il y en a quelques-unes qui sont de plus en plus belles. Et ça fait partie du commerce physique. La deuxième chose que je voulais dire en opposition entre le commerce en magasin et le commerce sur le net, c'est que, et on l'a vu avec le Covid, on avait des vies qui étaient très organisées, mais quand le Covid nous est tombé sur la tête, on était chez soi bloqué et finalement, on achetait tout sur Internet, tout était planifié, organisé, on avait notre écran, tout était balisé et quand on a été déconfiné, on n'avait qu'une envie, c'est de se libérer, quoi. Donc, c'était un peu délivré pour ceux qui connaissent le film animé, mais c'était vraiment ça. On avait vraiment envie de sortir dans la rue, on avait vraiment envie de parler avec des gens, on avait envie de découvrir. Et finalement, moi, je pense sincèrement que le commerce est en train de revenir sur des activités physiques différentes, et je pense que le Covid a accéléré finalement le fait que ça revienne. La dernière chose que je voulais dire, et je vais laisser ensuite la parole peut-être à Arnaud, parce que je suis sûre qu'il a énormément de choses à dire là-dessus, c'est que on a tous pensé en 2010, donc juste après 2007, on a tous pensé que les chaussures, on les achèterait jamais sur le net. Non, la chaussure, c'est vraiment un produit, il faut aller en magasin. Eh ben non, il y a des activités qu'on pensait absolument devoir faire en magasin, ben non, on les fait sur le net. Donc oui, ça n'est pas suffisant de dire on va en magasin parce qu'on a besoin de toucher le produit. Non, ça n'est pas suffisant. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de toucher le produit. Mais il y a des gens, y compris des gens qui ont 20 ans et des gens qui en ont 55 comme moi, qui ont besoin de toucher un produit. Et j'en veux pour preuve que vous avez des opérateurs qui ont démarré sur le net comme Cézanne. Moi, j'ai un magasin Cézanne rue du Bac, dans le 7e. Je suis la bailleresse de Cézanne. Eh bien, Cézanne a démarré sur le net.
et maintenant ouvre toutes sortes de magasins en centre-ville, en particulier à Paris et pas qu'à Paris. Donc, tout est complémentaire et tout peut exister en bonne intelligence. Arnaud, on va vous donner la parole. Merci Valérie, je pense que le sujet a été quand même plutôt pas mal développé. C'était très intéressant et je partage complètement en tout cas ton opinion là-dessus. Moi, j'ai créé Bradford Asset Management, c'était au moment du confinement. C'était un point pour moi qui était très important puisque ça mettait en exergue une accélération en tout cas des changements d'usage, une accélération effectivement d'Internet, mais je crois qu'il ne faut pas opposer en tout cas les choses que disait Valérie en fait tout à l'heure, et elle a entièrement raison. L'omnicanal a toujours été existant, le commerce à distance a toujours existé, les 3 Suisses, la Redoute ont toujours été présents en tout cas sur le marché, et je pense qu'il y a véritablement en tout cas une place pour tout le monde. Bradford Asset Management, c'est une structure qui crée des fonds d'investissement, et des fonds d'investissement plutôt dédiés au retail, puisque moi ça fait un peu plus de 20 ans que j'en fais, donc j'ai vécu toutes les grandes années, notamment fin des années 90, début des années 2000, de l'arrivée des enseignes nationales et internationales qui avaient des plans de développement qui étaient stratosphériques, qui étaient très importants en tout cas sur le marché. Donc, on ne se posait pas forcément énormément de questions. On a vu l'arrivée d'Internet effectivement sur le marché qui venait concurrencer. Après, pour moi, c'est une concurrence qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, tout à fait logique et normale, avec une partie des consommateurs qui avaient besoin, en tout cas, de ce type d'usage, et c'était une nécessité. Le commerce physique n'a pas forcément bien anticipé, à mon avis, les choses, et resté un peu à la traîne par rapport à ça, ce qui a entraîné quelques années après, notamment post-2007-2010, une notion en fait que tout le monde a entendue, qu'on entend d'ailleurs encore aujourd'hui, qui est le retail bashing. Mais encore une fois, je pense que pour une partie, les commerçants ont été responsables aussi un petit peu de cet état de fait, avec une opposition de la technologie, du digital, partant du principe qu'ils avaient des concepts qui étaient éprouvés et qu'on pouvait continuer en tout cas à travailler comme ça pendant de nombreuses années. On est dans une société qui va vite, on a besoin de se remettre en question en fait en permanence, et le commerce est en pleine mouvance, en pleine réflexion, et c'est ce qu'on vit en fait à l'heure actuelle, et je trouve que c'est très très bien. Moi, je suis convaincu de toute façon que le commerce a de beaux jours devant lui. C'est la raison pour laquelle en 2021 on a créé 2 fonds en tout cas dédiés à cette activité. On y croit dur comme fer. Après, Valérie le disait à juste titre tout à l'heure, il y a des activités qui seront davantage sollicitées ou qui seront davantage axées sur du digital, et puis d'autres commerces actuels qui seront entre le digital et le commerce physique. Et puis, il y a la naissance également très clairement de nouveaux concepts qui seront beaucoup plus physiques que sur du digital après par la suite. Il faut éviter en tout cas cette opposition, et c'est une opposition d'ailleurs qu'on a vue dans le commerce également entre la périphérie et le centre-ville, et ça c'est plutôt à mon avis de nature à polluer le consommateur, à polluer tout type de situation. Il ne faut pas qu'on rentre en tout cas dans cette logique là sur la technologie et sur le commerce physique. Voilà, ça c'est un point qui est important. En revanche, le commerce physique doit se réinventer, doit adopter, à mon sens, davantage de choses, peut-être revenir à des fondamentaux, à des choses beaucoup plus simples, à remettre un petit peu de sensorialité, des espaces de vie, réimaginer effectivement une espèce de qualité de vie. C'est ce qu'on va rechercher en tout cas par rapport à des sites internet. Et puis une notion qui est importante à mon avis, qu'on a oubliée ces dernières années, c'est la notion de service. Voilà. Donc ça va être un vecteur qui va être très important après derrière pour permettre au commerce de pouvoir réaliser des bons chiffres d'affaires et également de performer. C'est cette notion d'humain, de lien social et d'avancée qu'on va pouvoir mettre en place, et notamment avec la technologie et le digital. Très bien, merci Arnaud. Alors,
pour vous, la technologie, comment va-t-elle faire émerger un certain nombre de nouveaux concepts, de nouvelles formes de commerce? Et je vais poser la question plutôt à Vincent et Damien, qui sont plutôt sur ces technologies-là. Quel type de commerce et quel type de technologies vont permettre l'émergence de nouvelles formes de commerce ou de nouveaux commerces, ou de nouveaux concepts? J'aimerais juste refaire une petite parenthèse pour le coup, par rapport un peu à notre historique et ce que je connais du commerce local notamment. De ce que tu disais du coup, Arnaud, sur cette opposition, enfin qu'il ne fallait pas opposer les centres commerciaux dans les périphéries de ville, le commerce local dans les centres-villes. Ah, je suis parti? Non, non, c'est bon. C'est récupéré. Ouais, c'est OK, pardon. OK, parfait. Ouais, je vais juste répéter du coup, ouais, sur ce que tu disais, sur il ne faut pas opposer les commerces en centre-ville avec du coup tout ce qui s'est construit en périphérie et qui était finalement en fait des politiques publiques ou des politiques de ville qui ont été mises en place dans des périodes où c'était comme ça que ça se faisait, au détriment quand même des centres-villes. Et aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face sur les effets néfastes qu'ont provoqué quand même ces grands ensembles urbains qui ont été construits en périphérie au détriment du commerce local. Le Covid a accéléré quand même un changement et ça, c'est assez indéniable. Je parle pour le commerçant indépendant notamment sur la digitalisation. Alors, quand on parle de digitalisation, il faut être sur des œufs quand même parce que globalement, quand on parle à un millennials de la digitalisation pour un commerçant récemment implanté, elle est simple, elle est facile. Avoir un site internet, une page Facebook et faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ça coule de source. Pour avoir parlé avec beaucoup de commerçants un peu à l'ancienne, c'est pas péjoratif, mais la digitalisation, on en est très très loin. C'est-à-dire que le site internet, il en même pas encore. Donc, c'est vrai qu'il y a des vrais politique de ville. Le Covid a vraiment accéléré en fait cette relocalisation du commerce par le digital notamment au travers de marketplaces locales, etc. Mais surtout en fait pour moi le commerce local il s'est vraiment professionnalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va chez un commerçant indépendant et on est prêt à payer un petit peu plus cher d'ailleurs pour tout le service qu'il va nous apporter, le conseil, etc. Et en plus aujourd'hui on a cette culture en fait du je fais en plus du bien à ma ville, je fais du bien à mes commerçants indépendants qui sont là et qui ont aussi vécu une crise assez difficile avec le Covid. Alors, je ne veux pas faire un gros focus sur le Covid, mais il y a quand même des vrais sujets. Et pour moi, en fait, les vrais acteurs de tout ça, au-delà des commerçants indépendants, c'est aussi des politiques de ville. C'est nos politiciens, c'est des maires de ville qui doivent aujourd'hui avoir des vraies politiques de relocalisation du commerce, de dynamisation en fait du tissu local au travers d'animation. Alors, ça n'existait pas forcément avant, mais on a vu beaucoup apparaître dans les centres-villes désormais des managers de centre-ville, qui sont les mairies, ce que je trouve très très bien et qui permettent en fait de fédérer tout le tissu commerçant local avec les associations de commerçants. Et ça, je trouve que c'est très bien. Donc, quand on parle de digitalisation et de technologie, et pour le coup, je pourrais parler de technologie en allant sur le métaverse, les NFT, mais si on le réplique en fait à l'usage dans le commerce local, on est très loin. Donc, il faut en fait, quand nous on vend des solutions très technologiques, il faut qu'on fasse très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie distorsion entre aujourd'hui le marché comme il est et la technologie comme elle est. Et nous, en plus, dans notre industrie, donc la blockchain et les cryptoactifs, pour le coup, la technologie va à une vitesse absolument faramineuse. Quand on parle du métaverse, aujourd'hui, il y a un an, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, on propose par exemple des expériences immersives pour le commerce dans les métaverses. Donc, le commerce est aussi en train de changer. Il reste très élitiste sur cette partie technologique. C'est pour ça que je pense qu'il faut y aller étape par étape sur cet aspect technologique. Voilà, donc il ne faut pas brûler les étapes parce que le commerçant indépendant, si on reste focus sur le commerce un petit peu en centre-ville pour le coup, lui, la seule chose qu'il veut, c'est trouver un moyen pour générer plus de chiffre d'affaires, pour générer plus de flux et donc mettre en place des mécaniques de drive to store grâce au digital, tout simplement, ou voilà, du digital qui va amener du trafic en magasin. Voilà. Si je peux rajouter en fait quelque chose par rapport à ce que tu disais, Damien, on parle de métaverse, effectivement, depuis quelques mois, c'est quelque chose qui s'accélère. Je suis l'exemple même de quelqu'un qui a très très peur, en tout cas, de ce type de solution pour l'avenir, puisqu'on parle de remettre de l'humain, de remettre du lien social, et pour moi, c'est très antinomique, en tout cas, par rapport à ça. Mais je crois que la pire des situations, quand
on a une technologie ou on a quelque chose qui vient d'arriver, qui est innovant, c'est de s'opposer à ça. Donc, c'est toujours, en fait, cette même réflexion d'opposition. Il faut faire avec. En revanche, il faut que cette technologie soit au service du commerce physique. Et on peut tout à fait le faire. Il faut le faire intelligemment, comme des plateformes qu'on peut créer, sans forcément, à un moment donné, que ce soit uniquement une relation sur un smartphone, comme le disait Valérie avec l'arrivée de l'iPhone en 2007, ou avec tout simplement son ordinateur, quel qu'il soit, portable ou autre. Il faut que ce soit un vrai sujet, mais encore une fois, faut aller dans le sens de l'avenir, dans le sens de l'innovation, dans le sens du futur, et surtout écouter, à mon sens, les desiderata et les besoins des consommateurs. Je crois qu'on a eu trop tendance, en fait, à un moment donné, et on l'a vu dans les années 2000, qui était vraiment l'euphorie, mais c'était plutôt les enseignes et toute l'économie et ces grandes marques qui imposaient en fait aux consommateurs leurs produits et comme on était également dans une consommation de masse, les obligeaient en fait à répondre à leur propre stratégie. Je pense qu'il faut inverser la tendance en fait à l'heure actuelle. C'est là où la technologie rentre en ordre de bataille et peut vraiment nous aider au niveau des commerces. C'est à bien connaître les consommateurs, à bien connaître ses besoins, à bien connaître les changements d'usage également, parce que ça, c'est un point qui est très important. Encore une fois, on est dans une société qui va très, très vite. Et cette information, cette data est juste nécessaire pour pouvoir, à un moment donné, donner toutes les billes aux commerçants pour pouvoir s'adapter en temps réel. Oui, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que, enfin, Arnaud, je suis entièrement d'accord avec toi, on disait il faut remettre le consommateur au milieu. En tout cas, le consommateur, il fait sa vie et il n'attend pas les enseignes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Internet enfin, le commerce en ligne a explosé. Le commerçant s'est braqué, à mon avis, Valérie. C'est exactement ça. Donc, les choses, elles arrivent. Donc, soit on prend le train en marche, on s'adapte et on en fait du mieux, soit on reste sur le côté et on se lamente. Mais ça ne sert à rien de se lamenter. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, faire du commerce en magasin avec de la donnée technologique et qui permet du coup de répondre à son client comme il le veut et comme ça doit évoluer. Et de toute façon, on retrouve de plus en plus le digital dans les magasins physiques. Donc aujourd'hui, on voit que les deux sont complètement liés. On voit des gens qui faisaient, je disais tout à l'heure à Cézanne, des gens qui faisaient que du digital, qui vont maintenant dans les magasins physiques parce qu'on n'a pas le choix. Même la Redoute aujourd'hui, ils ont passé des accords pour pouvoir avoir des corners à droite à gauche parce que les gens ont besoin de toucher la matière. Mais derrière, ils vont mettre toute cette partie technologique avec des tablettes, avec de la data parce qu'ils vont récupérer en fait cette information-là. Aujourd'hui, on voit que la data dans le commerce, c'est hyper important parce que les gens cherchent quelque chose qui est très personnalisé de plus en plus, quelque chose qui répond à leurs besoins. On a besoin de comprendre le besoin local, donc c'est exactement ce que Arnaud disait tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est la donnée qui va vous dire, OK, bah aujourd'hui, en fait, tous les magasins dans cet environnement, ils vont commander ce type de biens. Nous, par exemple, on va pouvoir dire, il y a tant de piscines dans cette région-là, et donc peut-être faites du local avec ce type de produit. Et en plus, on sait qu'il y a des producteurs qui sont autour, donc peut-être aller travailler avec ces producteurs. Ça va être la même chose sur les fruits et légumes. Voilà, donc on va les dire, mais en fait, il y a plein de producteurs autour de chez vous. Arrêtez d'aller chercher à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays. En fait, vous avez déjà quelque chose qui est présent autour de vous et utilisez en fait tout ça. Et donc, c'est là où les technologies vont aider à améliorer ça et aussi, du coup, cette partie un peu environnementale. Aujourd'hui, en fait, on est capable d'aller produire en France, quoi. C'est ça aussi qui est important de comprendre. Et on voit aussi aujourd'hui avec tout ce qui est géopolitique qu'il y a du potentiel d'aller faire ça en France, quoi. Là, je reprends des exemples simples. L'énergie aujourd'hui, on a des problématiques énergétiques. Il faut savoir qu'en France, on a un potentiel solaire qui est juste énorme et qui n'est pas du tout exploité. Et donc, tous les magasins aujourd'hui, on pourrait, une grosse partie des magasins, parce qu'il y a des contraintes techniques, mais on pourrait exploiter aussi cette énergie. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui peuvent être aujourd'hui amenées avec la technologie pour les magasins. Alors, je vais vous poser une petite question, là, à vous entendre tous. Est-ce que vous pensez que le petit commerçant indépendant a encore sa raison d'être? Parce que pour avoir accès à ces datas, pour avoir accès à ces évolutions, est-ce qu'on ne va pas retrouver en centre-ville que des grandes enseignes, que des grandes marques qui vont avoir la capacité d'avoir ces éléments-là? Magali, je n'y crois pas. On a changé de paradigme. On a vécu 10 ans avec l'arrivée des grandes enseignes. On va globaliser comme ça.
On a vu en tout cas une France qui s'est uniformisée. Moi, je me promenais dans les grandes villes ou des villes moyennes et on voyait vraiment toutes les enseignes dans les mêmes rues, même côte à côte. Il y avait même une stratégie, il fallait que telle enseigne soit à côté de telle autre. Et on avait les mêmes produits et en fait, les consommateurs n'avaient plus de diversité. Ils étaient presque robotisés. Mais ça a suivi en fait à un moment donné un mode de consommation et un besoin en tout cas de consommer et d'acheter des produits. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a un inverse, enfin, plutôt un retour en tout cas aux multimarques, à du commerce indépendant. Il y a une notion pour moi qui est très importante et qui fera également que les commerces et les commerçants puissent performer en tout cas dans l'avenir. C'est cette notion comment je peux dire, d'être entrepreneur, d'être un vrai commerçant, de remettre du service, d'avoir des produits originaux. C'est ce que recherchent en fait aujourd'hui les commerçants. Donc ça bien entendu, les petits commerçants ou les commerçants en règle générale de manière indépendante, à partir du moment où ils ont cette notion d'entrepreneuriat, et après derrière, oui, il y a un élément qui est complémentaire, qui est important. Et nous, on le voit de toute façon par rapport aux actifs qu'on détient à l'heure actuelle. Il va falloir les aider. Tous n'ont pas cette notion comment je peux dire, de digital, de numérique. La technologie, c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, discuté. Enfin, ils sont très éloignés en tout cas de tout ça. Ils vont devoir effectivement changer leur fusil d'épaule et s'adapter de toute façon à l'avenir et à la technologie. Maintenant, c'est peut-être à nous de les aider sur de la formation, sur des accompagnements pour pouvoir les former. Je crois que la notion de formation est une notion d'avenir. On en parle depuis très très longtemps puisqu'on parle de formation continue. On ne le met pas suffisamment en place d'ailleurs dans les sociétés et un peu partout, en tout cas sur l'économie générale. Mais oui, c'est important à un moment donné de dire on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, sur notamment des grandes enseignes, vivre sur ses acquis. Il faut suivre l'évolution des choses. Valérie, vous pensez la même chose? Alors, moi, je pense la même chose. Et pour rebondir sur ce que disait Arnaud, alors tu as raison, Arnaud, on voyait des centres-villes qui étaient tous les mêmes, avec les mêmes enseignes. Et on a vu depuis, on va dire, une dizaine d'années, des centres-villes se vider complètement. On a vu, alors c'est plutôt sur des villes, on va dire, moyennes. Ça peut être aussi moyenne taille, mais ça peut être aussi des villes, je pense à des villes comme Clermont. Je veux dire, ça peut aussi bien être du Châtellerault qui fait 40 000 personnes, habitants, et ça peut être du Clermont qui est beaucoup plus grand. Mais on a vu des villes se vider complètement. En fait, il y avait les mêmes enseignes dont parlait Arnaud, qu'on voyait partout, elles rationalisaient leur surface et elles continuent à rationaliser leur surface. Oui. Parce qu'évidemment, pour se dire les choses, je vais citer une enseigne, mais ça pourrait être n'importe laquelle. Quand vous avez un H&M qui est dans un centre commercial en périphérie, et puis un H&M qui est dans un centre commercial en centre-ville, et puis un H&M qui est dans une rue commerçante, évidemment qu'il y en a certainement deux de trop, quoi. Et donc forcément, ça rationalise, on se retrouve avec de la vacance, et après, vous avez évidemment toutes sortes d'oiseaux de mauvais augure qui vous disent « Ah, ça y est, le commerce physique est mort, les centres-villes sont morts, c'est fini, tout va se passer sur Internet. » Non. En fait, les enseignes comme H&M, elles rationalisent leur surface, ça devient vacant, et puis après, ça se commercialise avec d'autres types de commerçants. Et j'en veux pour preuve aussi, moi, rue de la République à Marseille, on a mis, enfin tout à côté, dans le quartier République, on a mis un commerçant qui est un fromager, qui s'appelle La Meulerie. Et pour rebondir sur ce que disaient Damien et Arnaud, La Meulerie, il a un Instagram de fou. Donc le type, il vend ses fromages. Tout le monde tout Marseille vient acheter ses fromages dans ce quartier-là, alors que ce n'était pas un quartier alimentaire de la ville de Marseille avant. Aix-en-Provence débarque pour aller acheter ses fromages à La Meulerie. Et pourquoi? Parce que le gars, il a un Instagram et il vous met des photos sur son Instagram qui fait qu'il est 8 h du matin, vous avez déjà envie de manger du fromage. Donc, tout ça pour dire que, voilà, les commerces en centre-ville, bien sûr qu'il faudra les aider, mais il y en a déjà beaucoup qui sont de la génération où le Figital, ils connaissent, et ils s'y mettent, ils entraînent les autres.
il y a aussi une chose que je pense, c'est que peut-être que les managers de centre-ville, les adjoints au commerce, il y a 15 jours, j'ai rencontré un gars très intéressant, je ne vais pas faire sa pub parce que je ne vais pas faire de politique, mais c'était à Angers, un adjoint au commerce qui est vraiment très, très intéressant. La ville se mêle de développer le commerce de centre-ville. Il y a un sujet parking. Quand vous êtes à Châtellerault, pourquoi est-ce que Châtellerault, tout a été passé au blanc d'Espagne? Évidemment parce qu'on a mis des commerces de périphérie, et puis parce que le parking est devenu payant au centre-ville, et que les gens qui venaient des campagnes, ils n'avaient pas d'argent pour mettre dans le parking. Donc il y a ces sujets-là, mais il y a aussi des sujets, où je pense que les villes doivent aider leurs commerçants, peut-être par des formations, peut-être par des webinars, peut-être je ne sais quoi, en tout cas à se digitaliser, voilà, et à se moderniser. Je crois qu'il y a d'autres raisons également qui ont contribué au fait que les villes de petite et de moyenne taille se sont vidées. Mais comme tu l'as dit également, Valérie, tu l'as également sur des villes de taille beaucoup plus importante également. Les valeurs locatives ont contribué à ça. Il y a plein de facteurs après derrière qui malheureusement ont véritablement contribué à cet état de fait. Et puis je pense que à un moment donné, les consommateurs avaient envie aussi d'autre chose que des enseignes nationales. On n'a rien vu venir. Les investisseurs étaient complètement ancrés là-dessus et ne voyaient que par des grandes enseignes, des enseignes nationales, parce qu'il n'y avait qu'une notion de toute façon qui était vivante à leurs yeux, c'était la valeur locative, le déplafonnement des loyers. Donc l'investisseur immobilier ne prêchait que par ça, et d'ailleurs c'était sa seule fonction quasiment de sa journée, et de regarder comment il pouvait maximiser la valorisation et ses valeurs. Donc malheureusement, oui, il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation. Et la cause, en fait, à tout le monde, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics. Ouais, puis c'est un comportement aussi. Je pense que les gens cherchaient ce type d'enseigne à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec le Covid. Je pense qu'il y a eu un vrai changement autour de ça. Aujourd'hui, on revient sur du local. On cherche ça, en fait, de plus en plus. Mais ça, on ne l'a pas anticipé. Voilà. On l'a pas anticipé. Donc, on cherche. Mais notre rôle à nous, en tant qu'acteurs technologiques, pour le coup, c'est vraiment de caricaturer en fait cette notion de digitalisation en fait pour les commerçants indépendants ou même là, très globalement pour les marques, et de vraiment rendre accessible en fait cet aspect technologique qui peut être parfois effrayant. En effet, tu le disais Arnaud à juste titre quand on parlait du mot métaverse qui est très à la mode en ce moment, mais qui peut faire évidemment très peur. Donc nous en fait notre rôle c'est de caricaturer au maximum faciliter à cette technologie-là. Après, sur la partie ville, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'alternatives et en fait, on se rend compte dans notre conversation actuelle que, en vrai, la seule chose qui fait que le commerce va changer, c'est simplement la volonté politique. S'il y a une vraie politique de ville avec des adjoints au commerce, des associations de commerçants embarqués, avec un maire qui va dire « moi, la direction que je veux pour mon etc. » En fait, naturellement, on va créer en fait une forme d'inertie et une vraie en fait culture du commerce local. Je donne un exemple. Moi, j'habite en région parisienne, à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison a une politique de ville sur le commerce local qui est absolument exceptionnelle. Pourquoi? Parce que, déjà, elle régule le commerce. Alors, pour les libéraux, j'ai envie de dire, réguler le commerce, ça peut paraître un peu antinomique, etc. Mais en fait, depuis qu'ils régulent le commerce, ils évitent en fait des implantations qu'ils ne souhaitent pas. Donc, ça peut être typiquement des grandes marques qui pourraient avoir 2-3 implantations dans un centre-ville. Ils diversifient l'offre pour les habitants, ce qui est hyper bien. Donc, j'ai aussi bien des traiteurs qu'une pharmacie au bas de ma rue ou une boulangerie ou même un magasin de fringues, entre guillemets. Et du coup, en fait, c'est une vraie politique de ville avec une animation autour, en plus, de produits digitaux. Je pense au marketplace, je pense à plein de choses, en fait, qui ont été mises en place. Pour le coup, tu disais, Valérie, tout à l'heure, la formation. La formation grâce au Covid ou à cause du Covid, bon, je pense à la région Île-de-France. La région Île-de-France, par exemple, et les régions en France dans cette période Covid ont beaucoup aidé les commerçants pour en fait se digitaliser. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand même. On ne peut pas leur jeter la pierre sur ça. Mais en effet, ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été anticipé. Et du coup, là, on est dans une forme de chamboule-tout, en fait, technologie, commerce local, on ne sait plus trop, ou même les enseignes. On a un bon exemple, c'est qu'aujourd'hui, les Franprix et les Carrefour City, ils sont tous dans les centres-villes et ils ne sont plus forcément dans la périphérie de ville. Voilà, donc on a des vrais
un vrai changement en fait sur cette notion de commerce et de digital qui est en train de se passer. Et il faut qu'il soit social, voilà. Mais c'est pour ça que du coup, cette notion en fait de politique et de volonté en fait politique, elle doit être portée avant tout en fait par les maires, en fait les maires des villes, quoi. Pour moi, c'est la clé. Voilà. Mais ça arrive de plus en plus. Nous, au niveau de la data, par exemple, on voit qu'il y a de plus en plus de plateformes data qui sont en train d'être montées par des départements, par des grosses villes. Et en fait, elles le font et elles essayent l'idée après, c'est de le délivrer à tous les acteurs de la ville. Donc aujourd'hui, la technologie, elle est arrivée jusqu'au. Bon, par contre, elles le font, mais elles ont quand même tendance, dans leurs appels d'offres publics, à chercher le mouton à 5 pattes, j'ai même envie de dire à 10 pattes. Mais ça, je pense que c'est une problématique que beaucoup de gens ont. Tu vois, dans nos nouvelles technologies où tu es encore sur de l'évangélisation, les gens pensent que tu peux un peu tout faire. Mais bon, ça, c'est aussi à nous, tu vois, d'évangéliser en disant, bah, OK, on est capable de faire ça. Après, le reste, en fait, on peut s'allier aussi avec d'autres partenaires, quoi. Mais ouais. Et aujourd'hui, tu sens quand même qu'il y a ce besoin et cet engouement autour de tout ça, ils essayent d'amener ces nouvelles technologies à l'ensemble des concitoyens, aussi bien que à l'ensemble des... Mais faut pas que ce soit des effets d'annonce, c'est toujours pareil en fait. Il faut que ce soit une vraie volonté politique qui est inscrite en fait dans du long terme en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Parce qu'il ne faut pas qu'on surfe en fait sur cette sortie de Covid avec un peu cet effet d'aubaine où les villes, les régions, les départements vont dire regardez, nous on a fait du bien, on a injecté tant de millions d'euros pour le commerce local, etc. En fait, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça en fait. C'est pas juste donner de l'argent dans un premier temps et de dire j'ai bien fait mon travail, c'est d'aller beaucoup plus loin dans une politique publique dans lequel on va aussi bien embarquer des politiques que des commerçants et des associations, que les citoyens, parce que les citoyens ont quand même un rôle hyper important à jouer en fait. Les habitants des villes, c'est la clé aussi. Hein. Donc, j'ai une question à vous poser à nouveau en vous entendant. Pour vous, c'est la technologie qui va réunir enfin tous les acteurs pour créer un écosystème à la fois social et économique. Ça va être moi, je suis convaincu de ça. Moi, je suis convaincu de ça parce que pour nous, en fait, la technologie nous permet d'englober des écosystèmes et de fluidifier les flux. Donc, elle permet à un commerçant de pouvoir s'affilier, par exemple, à un programme de ville en quelques clics seulement, donc on le simplifie en caricature au maximum, à un utilisateur de pouvoir avoir les offres de ses commerçants locaux autour de lui, de pouvoir aller payer avec les points de la ville, le cas échéant, ou des cryptos, ou des euros, tout simplement, des assets numériques, tout simplement. Donc nous, en fait, oui, la technologie permet en fait de fluidifier en fait la relation en enlevant en fait un petit peu tous ces points de friction. Valérie, qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud ? Moi, j'en suis persuadée parce que de toute façon, c'est comme ça que le monde avance. Hein. Et vous ne pensez pas que cette data, elle fait aussi peur aux consommateurs de savoir qu'à partir du moment où il a cliqué sur telle page, on sait ce qu'il a envie d'avoir à acheter et ainsi de suite. Le consommateur, il a peut-être peur, mais il veut de toute façon avoir un téléphone portable, il veut aussi profiter des offres, il veut, voilà. Donc, il y a toute une... Je veux dire, tout le monde a peur, tout le monde veut croire qu'il préfère une confidentialité et tout ce qui s'en suit, mais enfin, tout le monde en profite. C'est le sens de l'histoire. Donc, ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Et franchement, je suis vraiment persuadée de ça. Je pense que la confidentialité a complètement disparu, en fait, aujourd'hui. Les consommateurs... Il est quand même... Ah, vas-y. A besoin d'avoir une information qui est plutôt une information fiable et qui est assez précise. En fait, l'écueil qu'on peut avoir aujourd'hui avec la technologie et l'innovation, c'est qu'on croule sous les informations dans tous les sens avec des bonnes et des mauvaises informations, qu'il est très compliqué de faire la part des choses, très compliqué et très chronophage d'avoir à un moment donné l'information que vous souhaitez et qu'à partir du moment où on a une technologie qui est plutôt prometteuse, qui va dans le bon sens et qui donne l'information immédiate au consommateur, il ne peut pas être réfractaire, c'est pas possible. Donc ça va dans le sens effectivement de l'avenir et oui, la technologie de toute façon va véritablement nous aider à optimiser les choses. Le temps reste toujours quelque chose qui est sur le devant de la scène. Les acteurs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'Internet a aussi beaucoup gagné de parts de marché. Les gens ont de moins en moins de temps, n'ont plus envie de faire du shopping comme on le faisait en fait auparavant. Moi je me souviens, il y a 20 ans, 30 ans,
On partait le samedi à l'hypermarché et c'était la sortie du week-end et tout le monde était content de ça. Donc ça a vachement évolué là-dessus. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment envie de passer son temps à faire les courses et puis à attendre une demi-heure pour ensuite aller payer ses achats. Donc la technologie va nous amener quelque chose de solide et d'efficace pour le commerce physique. Et en même temps, voilà, le client, il a le magasin pour parler, pour négocier, pour se renseigner avec son commerçant favori. Donc, il faut quand même, c'est très important. J'en veux pour preuve aussi, je pensais, moi, mes bureaux, ils sont dans le quartier à Villiers, à Paris. Et j'ai une rue tout à côté qui s'appelle la rue des Dames. Quand on est arrivé dans ce quartier en 2017, la rue des Dames, il y avait énormément de commerces qui étaient fermés parce qu'il y avait du prêt-à-porter, tout ça, puis ça ne marchait pas très bien. Maintenant, vous allez rue des Dames, on voit bien que ce qui s'y passe, c'est des restaurants, des bars, des ateliers de poterie, des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des librairies, le caviste. Voilà. On a beaucoup de data et on a aussi le choix d'avoir autre chose. Et on a aussi, by the way, parce qu'on se parlait, Damien tout à l'heure parlait de commerce et enfin, d'évolution d'activité, on a aussi des gens qui font de la recyclerie de vêtements, on a aussi des gens... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une des composantes du commerce, et en tout cas du commerce en magasin, c'est que les boutiques deviennent originales. Tout à l'heure, on était en train de parler des marques et qui étaient toutes standardisées. Maintenant, les magasins, ils sont originaux. Vous avez des magasins qui sont très, très beaux. Vous avez des commerçants qui sont très doués pour aménager leurs magasins, qui font des choses complètement différenciantes, où vous avez envie d'aller, où vous avez vraiment envie de découvrir des choses. Donc, ça, c'est aussi un aspect de l'avenir du commerce. Voilà comment ça se passe dans les centres-villes. L'avenir du commerce passe par cette notion d'expérience et d'avoir envie à un moment donné de passer un bon moment dans un lieu. Avant de monter Bradford, j'étais directeur général de la foncière pour le groupe Bertrand, qui était un groupe de restauration. Valérie, tu le sais bien. Ce qui fait entre autres la force des enseignes du groupe, c'est qu'il y a un investissement qui est très important sur d'abord la qualité du bâtiment, son aspect extérieur qui donne une vraie identité et surtout l'aménagement intérieur. Quand on rentre dans le lieu, on a envie d'y rentrer. D'abord, c'est déjà un premier des facteurs, mais surtout d'y rester et puis d'y revenir. Et oui, c'est très important après derrière, dans l'appréhension en tout cas des choses et dans l'envie de donner en tout cas comment je peux dire, une vraie qualité de vie, un vrai sens et une espèce de retour en fait à une simplicité où les gens vont se retrouver dans un lieu qu'ils aiment, qu'ils partagent et sur lequel voilà, on se sent bien. Ben, du coup, l'expérience, et ça c'est hyper clé en fait, l'expérience elle est clé en fait aujourd'hui dans tout ce qui se fait et on le voit. Je fais une petite aparté sur la fidélité comme on la connaît, qui est aujourd'hui basée plutôt sur du transactionnel. Je vais acheter 1 kilo de tomates, je vais gagner 10 points. Aujourd'hui, en fait, et qu'on soit un commerçant indépendant, qu'on soit une enseigne ou une franchise importante, aujourd'hui, en fait, on a envie d'autres choses. Et en tant que consommateur aussi, pour le coup, aujourd'hui, on veut vivre des expériences. Et du coup, la technologie va nous permettre d'aller sur ces expériences-là. Les NFT Metaverse, par exemple, sont en fait des briques qui vont permettre de créer de l'expérience au travers en fait, du digital, de mise en avant de produits, etc. Le live shopping, on n'en a pas parlé, mais par exemple, le live shopping aujourd'hui, qui est une vraie tendance de fond, ben, c'est exactement ça. Le live shopping, c'est ni plus ni moins que une communauté qui va se rejoindre autour d'un influenceur ou d'un vendeur, ça peut être un commerçant, etc., et qui va présenter ses produits grâce à des plateformes comme celle-là aujourd'hui, comme Livestorm, comme un Facebook Live, comme un Instagram Live, etc., etc. Donc, en fait, la technologie nous permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses malgré nous, et en fait, on se rend compte
qu'on soit un commerçant indépendant ou même voilà, une grande enseigne, l'expérience qu'on va apporter finalement grâce à la technologie va être clé pour alors, déclencher l'acte d'achat, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, il faut rentrer du chiffre d'affaires malgré tout, mais également en fait, proposer en fait, une expérience à nos utilisateurs, une expérience de fidélisation, une expérience immersive autour d'un produit, autour de services, et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui malgré tout. Voilà. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question, j'ai regardé un petit peu le chat à côté. Là, j'ai une question. Est-ce qu'une plateforme de financement participatif peut proposer des solutions de paiement en crypto-monnaie, à travers une application telle que la vôtre, Lizzy? Alors, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut, en effet. Après, il faut regarder un petit peu plus dans le détail. Donc, oui, on peut tout à fait le faire. Aujourd'hui, nous, sur notre solution, on peut être intégré aussi bien sur des sites Internet que sur du commerce physique. Donc, tout est à peu près possible. Je vous invite à me contacter directement. Peut-être le plus simple sera qu'on en parle de vive voix. Voilà. La personne qui a noté cette question, c'est Charlie Delanoë. Voilà. Charlie, enchanté. Bien, pour vous, donc, demain, le commerce, il sera à la fois technologique, lié sur les datas, mais aussi physique. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Non, pas du tout. Pour vous, c'est complémentaire. Complémentaire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? José nous a quittés. Il est toujours là. Et il y avait une autre question sur la blockchain. Est-ce qu'on parlait à un moment donné des confidentialités, surtout a été évoqué par Valérie et Arnaud, bon, aussi Damien et Vincent. Est-ce que la blockchain ne peut-elle pas apporter l'anonymat du consommateur quand on parle du commerce? Alors, oui, elle le peut tout à fait. Mais alors là, pour le coup, sur ce volet blockchain, je vais être assez tranché et tranchant pour le coup, puisque j'ai un recul de 4 ans et j'ai surtout en fait le retour du marché sur un des produits qu'on avait commencé à commercialiser, qui était un produit où globalement, on était en 100% décentralisé. Si on refait un peu la genèse en fait de la crypto, c'est avant tout un produit décentralisé, c'est ce qu'on recherche, etc. Mais il faut quand même garder en tête, et c'est pour ça que du coup je repique avec ce que je disais tout à l'heure, nous en tant qu'acteurs technologiques, on a une vraie responsabilité sur la rendre accessible et la caricaturer au maximum possible. Pourquoi? Parce que sinon, les produits qu'on va créer vont être des produits qui vont être uniquement dédiés à des technophiles, qui sauront l'utiliser, et c'est très bien. Mais si on veut intégrer la technologie et qu'elle ait un usage de masse, on est dans l'obligation aujourd'hui de le simplifier au maximum. Donc la blockchain, en effet, elle est très bien parce qu'elle permet de décentraliser la data et permet de décentraliser beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que décentralisation est égale à responsabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous donne un accès à un non-custodial wallet, qui est un wallet sur lequel que vous allez créer, sur lequel on ne va pas vous demander ni votre nom, votre prénom, ni votre email, ni votre téléphone, mais vous allez devoir enregistrer une phrase mnémonique de 24 mots sur lequel vous allez mettre votre argent dessus. Et si vous perdez cette phrase mnémonique, vous perdez votre argent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui crée en fait ce wallet-là. Donc, c'est pour ça moi, je le crée pas, hein, Damien, tu me fais peur là. Non, mais c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un peu notre paradigme dans notre écosystème blockchain crypto, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit c'est génial, c'est décentralisé. Mais oui, c'est super, c'est décentralisé. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à être responsables de leur argent? J'en suis pas convaincu, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, oui, en fait, il y a plein de cas d'usage autour de la data. On peut réfléchir à plein de choses. Mais il ne faut pas oublier que Madame Michu, parce qu'on a l'habitude de la citer, pour le coup, Madame Michu, aujourd'hui, franchement, il faut lui faire quelque chose de simple. On parlait tout à l'heure du commerçant indépendant qui existe depuis 30, 40 ans, qui fait son commerce et qui ouvre sa porte et qui se dit « j'ai tous mes clients qui vont rentrer dans le magasin ». Bon, aujourd'hui, il sait qu'il est complètement dépassé parce que c'est plus comme ça que ça se passe, malheureusement pour lui. Et donc, en fait, on doit accompagner en fait, cette révolution technologique et c'est pour ça que, oui, en fait, la techno, elle est bien parce qu'elle est décentralisée, parce que plein de raisons. Mais en fait, il faut que nous, on la caricature et qu'on la rende simple et accessible. Et pour ça, en fait, il y a des étapes à passer. Et nous, c'est tout notre défi, en fait, aujourd'hui. Donc oui, la techno nous permet de faire plein de choses, mais il faut y aller step by step.
Et au tout début, je disais en plus que dans notre industrie, ça va tellement vite. C'est-à-dire que 6 mois aujourd'hui dans la techno blockchain, enfin, la techno, c'est un grand mot puisque la blockchain est une base de données assez globalement. Donc, est-ce qu'on peut parler de technologie? Et on pourra toujours en discuter peut-être sur un autre webinaire. Mais assez globalement, aujourd'hui, voilà, 6 mois dans notre industrie, c'est 3-4 ans en fait, de vie dans une industrie autre, parce que ça va tellement vite. Il y a une innovation qui est continue, permanente, etc. Et donc, voilà, notre rôle, il est vraiment de caricaturer cet aspect-là. Donc, oui, la blockchain est très bien, mais il ne faut pas oublier en fait, que l'utilisateur final, c'est lui qui a la clé. En fait. Voilà. Vu l'heure, je prendrai une dernière question, et c'est pour Vincent. Et il y a quelqu'un qui te demande, c'est Marie-Cornée HB, et si tu pouvais développer le module solaire au service des commerces. Ouais, bah nous, en fait, on a le module sur tous les bâtiments de France. Donc aujourd'hui, on est capable de donner un potentiel solaire donc au point de toit, si c'est des bâtiments charpentes ou sur des bâtiments plats. Et après, on est capable aussi de dire les matériaux de toiture et donc du coup se dire, ok, est-ce que c'est techniquement possible de mettre des panneaux solaires sur ce type de toit. Donc oui, tout à fait, c'est des choses qu'on développe et là, on est en train de développer ça pas mal avec des villes en fait aujourd'hui. Donc pareil, vous pouvez me contacter s'il y a besoin de plus d'infos. Il faut juste que le commerçant possède son toit ou alors que son bailleur fasse affaire avec lui. C'était une des questions normalement et du coup, moi je disais, c'est ça. Après, il faut que les bailleurs aussi nous aident à aller verdir un petit peu tout ça. Ouais, Vincent, si tu aides les bailleurs, le bailleur peut t'aider. Il faut voir. Et on parle beaucoup ensemble. Concession contrepartie. Concession contrepartie. Voilà, je sais qu'on parle beaucoup en ce moment ensemble. Aide-toi et tu aideras les autres. Ah, c'est ça. Ce webinaire arrive à la fin et un grand merci à nos 5 intervenants. Merci José. Présents, et n'hésitez pas à suivre l'actualité du pôle via la newsletter. Et un grand événement qu'on prépare, c'est les Crypto Day. On parlait beaucoup des NFT et le Metaverse pour les personnes qui s'intéressent. Et l'événement aura lieu à la station F le 1er juin. Et on y sera. Et Damien y sera. Est-ce que tu pourras nous envoyer une invitation, José, ou quelque chose pour… Parce que moi, ça m'intéresse d'y être aussi, Damien. Voilà, comme ça, on pourra se rencontrer. Avec plaisir. Mais même, on pourra… Je me ferai un plaisir de vous faire une invitation, de te donner une invitation. Eh bien, avec plaisir. Merci encore à tous et à bientôt pour un prochain événement des finances innovation. Merci beaucoup à vous tous. Bonne journée. Merci Au à tous. revoir tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.